La radioactivité. Mais on sait exactement ce que c'est. Bien entendu. Alors, vous pourriez me l'expliquer? Pourquoi pas? Et vous allez voir, ce n'est pas tellement sorcier. Tenez, pour commencer, je vais vous raconter, à ma façon, la création du monde. Adam et Ève. Non, avant. Au premier jour, Dieu créa un tout petit grain de matière, le neutron. Particule infiniment petite mais très dense et sans charge électrique. Au deuxième jour, il fit en sorte que ce neutron puisse se muer en deux autres grains de matière. L'un, le proton, à peine moins lourd que le neutron et chargé positivement. L'autre, l'électron, beaucoup plus léger, 2000 fois plus léger et chargé négativement. Au troisième jour, il décida que l'univers tout entier serait constitué de ces trois particules multipliées à l'infini. Les protons et les neutrons pourraient se grouper en petits blocs compacts, les noyaux, grâce à des forces d'attraction très particulières, extrêmement puissantes, les forces nucléaires. Puis chaque noyau attirerait autour de lui, par le jeu des forces électriques, une enveloppe d'électrons pour former l'atome. Au quatrième jour, désirant éviter une trop grande variété d'atomes, il inventa des lois pour imposer aux noyaux une sélection naturelle. Bon nombre d'entre eux seraient condamnés à plus ou moins long terme, et seul un nombre limité de privilégiés aurait droit à la solidité éternelle. Au cinquième jour, ces principes étant bien définis, il ne lui restait plus qu'à fabriquer des milliards et des milliards de neutrons, donc de protons, d'électrons et bientôt d'atomes, pour voir apparaître tous les corps de l'univers. Au sixième jour, arrêtons-nous là. Mais la radioactivité dans tout ça? Nous y voilà justement. Tout réside dans ces noyaux d'atomes qui peuvent être très solides, parfaitement structurés, ou au contraire fragiles, mal équilibrés. Les bien portants et les malades. Disons, les stables et les instables. Instables, c'est-à-dire en fait radioactifs. Et pour comprendre ces noyaux instables et leurs réactions, il faut d'abord bien connaître les stables. Oui, mais la différence, d'où vient-elle? Ça dépend uniquement du nombre des protons et du nombre des neutrons dans le noyau. Regardez ce noyau stable qui contient en tout 60 particules. On dit 60 nucléons. Comptons-les. 28 protons, 32 neutrons. Eh bien, pour 60 nucléons, c'est la bonne répartition. La seule? La seule qui donne la stabilité. Tenez, avec un proton de moins et un neutron de plus, toujours 60 nucléons, ce serait un noyau instable. Même chose avec un neutron de moins et un proton de plus. On peut essayer toutes les combinaisons de 60 nucléons. Il n'y en a qu'une stable. 28 protons, 32 neutrons. Et on sait pourquoi c'est comme ça? Bien sûr, c'est le résultat de plusieurs lois. Deux lois surtout. D'abord une tendance à la symétrie. Autant de protons que de neutrons. C'est très net pour les petits noyaux stables comme celui-ci. Avec 20 nucléons, eh bien la stabilité c'est 10 protons et 10 neutrons. Mais à ce désir de symétrie vient s'opposer, surtout pour les gros noyaux, la répulsion des protons, car les protons chargés positivement se repoussent. Ça ne gêne pas vraiment la cohésion du noyau, elle est assurée par les forces nucléaires beaucoup plus puissantes. Mais le noyau trouve un meilleur équilibre avec moins de protons, donc moins de répulsion, et plus de neutrons. Pour 200 nucléons, par exemple, la stabilité, c'est 80 protons pour 120 neutrons. Mais passons en revue la composition de tous les noyaux stables. Regardez, les plus légers sont symétriques.
jusqu'à une quarantaine de nucléons. Tandis que les noyaux plus lourds sont de plus en plus dissymétriques, avec un excès de neutrons. Cela jusqu'au dernier noyau stable, 83 protons pour 126 neutrons, soit 209 nucléons. Il n'y a pas de noyau plus lourd? Pas de noyau stable plus lourd. Au-delà, il y a trop de dissymétrie ou trop de répulsion. On connaît donc bien tous les noyaux stables. On peut même s'amuser à retrouver leur composition en protons et en neutrons. Par exemple, pour 12 nucléons, c'est un noyau léger, il faut 6 protons plus 6 neutrons. C'est la symétrie parfaite. Pour 13 nucléons, un de plus, mieux vaut bien sûr ajouter un neutron plutôt qu'un proton positif. Pour 14 nucléons, avec un proton de plus, on retrouve la symétrie parfaite, 7 plus 7. On connaît ainsi la composition en protons et en neutrons de tous les noyaux stables. Mais ces noyaux stables, on les trouve dans la nature? Bien sûr. Tenez, montrez-moi votre bague. Merci. Regardez d'abord l'anneau. Il est fait d'atomes d'or avec des noyaux de 197 nucléons, lourds donc dissymétriques. 79 protons pour 118 neutrons. Le diamant, lui, est fait d'atomes de carbone avec des noyaux légers de 12 ou de 13 nucléons. Tiens, pourquoi deux noyaux différents pour le carbone? Vous allez comprendre tout de suite. Ce qui donne au carbone son aspect, ses propriétés, c'est le nombre des électrons qui forment l'enveloppe des atomes. Il y en a 6 électrons. Et pour avoir 6 électrons négatifs autour du noyau, il faut 6 protons positifs dans le noyau. 6 protons qui caractérisent donc les noyaux de carbone. Alors, regardons notre liste des noyaux stables. Vous voyez, 2 noyaux ont 6 protons. C'est pour ça qu'il y a 2 noyaux de carbone, symbole C, on dit 2 isotopes, qui ne diffèrent que par le nombre des neutrons. On les appelle carbone 12 et carbone 13. De même, pour 7 protons, donc 7 électrons, il s'agit d'azote, symbole N, il y a 2 isotopes stables, l'azote 14 et l'azote 15. De même encore, pour 8 protons, c'est l'oxygène, symbole O, il y en a 3, oxygène 16, oxygène 17, oxygène 18. On pourrait parcourir ainsi d'un bout à l'autre l'inventaire de tous les noyaux stables. Au début, avec un proton, voici les 2 isotopes stables de l'hydrogène. Hydrogène 1 ou hydrogène léger et hydrogène 2 ou hydrogène lourd. Et en tout dernier, voici le bismuth 209 avec ses 83 protons et ses 126 neutrons, le seul isotope stable du bismuth. Ainsi, du plus léger des noyaux jusqu'au plus lourd, on connaît parfaitement la composition de tous ces groupements solides, équilibrés, stables. Oui, mais les autres noyaux? Ils sont tous instables, donc radioactifs, on va le voir. On en connaît beaucoup? Il y en a d'abord une cinquantaine qu'on trouve sur Terre, à l'état naturel, comme les noyaux d'uranium. Mais il y a aussi tous ceux qu'on arrive à fabriquer dans les laboratoires, en lançant des projectiles sur les noyaux. Cela se fait à l'aide d'accélérateurs de particules, ou bien dans les réacteurs nucléaires, dans les piles atomiques. Au total, noyaux naturels ou artificiels, leur comportement est d'ailleurs le même, on en a déjà répertorié plus d'1 millier. Plus d'1 millier de noyaux instables radioactifs. Mais pourquoi radioactifs? Parce que les instables n'ont qu'un désir, devenir stables, et qu'un moyen d'y parvenir, il faut qu'ils se désintègrent. Qu'ils éclatent? Non, regardez, cela se passe en douceur, et très logiquement, vous allez voir. Ils ne peuvent s'y prendre que de 3 façons. Alpha, bêta- ou bêta+, selon la nature de leur instabilité. Tenez, voici un noyau instable de 14 nucléons. Décomposons-le. 6 protons et 8 neutrons. 6 protons, c'est donc du carbone 14 radioactif. Et quelle est la raison de son instabilité? Souvenez-vous, pour 14 nucléons, le seul noyau stable groupe 7 protons et 7 neutrons, un noyau symétrique. C'est l'azote 14 stable.
Par comparaison, revenons à notre carbone 14 radioactif. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez, il lui manque un proton et il a un neutron de trop. Alors que faire pour rétablir l'équilibre? Il suffira qu'un neutron disparaisse en devenant proton tout simplement. Et c'est possible? Absolument. Regardez. En réalité, le neutron donne un proton plus un électron. Un électron? Oui, ne serait-ce que pour l'équilibre des charges électriques. Le neutron sans charge donne deux particules, l'une positive, le proton, l'autre négative, l'électron. Mais dans le noyau, comment ça se passe? Regardez la désintégration. Au moment où le neutron devient proton, il y a éjection de l'électron. C'est la particule bêta, bêta- plus précisément. En même temps, le noyau a changé de structure et de nom. Le carbone 14 est devenu azote 14. Le carbone est devenu azote. Exactement. On est passé de 6 à 7 protons et le nombre des électrons de l'atome s'adaptera sans tarder. On rencontre ainsi cette réaction, la désintégration bêta-, chez tous les noyaux instables qui ont trop de neutrons et qui veulent rétablir l'équilibre. Et ceux qui ont trop de protons, au contraire? Tenez, prenons l'exemple opposé avec cet autre noyau instable de 14 nucléons lui aussi, mais avec 8 protons cette fois. C'est de l'oxygène 14 radioactif. Comment va-t-il réagir pour retrouver la répartition stable, symétrique? C'est maintenant un proton qui devra se transformer en neutron, comme ceci. Proton donne neutron plus électron. Mais attention, charge électrique, il faut cette fois un électron positif. Eh bien, cela existe. Cet électron positif, ou positon, ressemble d'ailleurs comme un frère à l'électron négatif. Au moment de la désintégration, un proton devient neutron, tandis que jaillit le positon. C'est la désintégration bêta+. Donc, 14 nucléons avant, 14 après. De 8 protons, c'était l'oxygène 14. On est passé à 7 protons, c'est l'azote 14. Et la stabilité est retrouvée. Voici donc comment les noyaux rétablissent spontanément la répartition proton-neutron pour trouver l'équilibre. S'il y a trop de protons, un proton devient neutron, désintégration bêta+. S'il y a trop de neutrons, c'est un neutron qui devient proton, désintégration bêta-. Rien de plus logique, en somme. Oui, et le troisième type de réaction, la désintégration alpha, va vous paraître aussi naturel. Il est réservé aux noyaux trop gros, trop lourds. En effet, souvenez-vous, le plus lourd des noyaux stables compte 209 nucléons. Mais on connaît des noyaux plus lourds encore, donc instables. Quelle sera leur réaction? Ils ont trop de nucléons? Il faut qu'ils en perdent. Et ils en perdent 4 d'un coup. C'est la particule alpha. Toujours 4? Oui, car 2 protons et 2 neutrons forment un noyau exceptionnellement solide, qui figure bien sûr sur notre liste des noyaux stables. C'est le noyau d'hélium 4, 2 protons plus 2 neutrons, de loin le plus équilibré de tous les petits noyaux. Telle est la particule alpha éjectée par les trop gros noyaux. Mais prenons par exemple le polonium 210, instable, avec ses 84 protons et ses 126 neutrons. Au total, 210 nucléons. Il est donc tout juste un peu trop lourd. Il va se désintégrer en éjectant une particule alpha. Alors, quel est le noyau restant? Regardez, on est passé de 210 à 206 nucléons, puisqu'on en a perdu 4. On a ainsi 2 protons de moins, 82, et 2 neutrons de moins, 124. 82 protons, c'est donc un noyau de plomb 206. Un noyau stable qu'on peut d'ailleurs retrouver sur notre inventaire de tous les noyaux stables. Mais une seule désintégration ne suffit pas toujours pour atteindre la stabilité. Il en faut souvent toute une série, comme pour ce noyau. Vous connaissez l'uranium 238. 238 nucléons, le plus lourd des noyaux présents dans la nature. Il est radioactif, bien sûr, et si lourd qu'il faut 14 désintégrations successives et des millions d'années avant d'aboutir à un noyau stable. Au passage, parmi les noyaux intermédiaires,
Voici le radium-226, le fameux radium. Ainsi apparaissent des noyaux de moins en moins lourds, mais toujours radioactifs. Et cela ne s'arrêtera qu'avec le plomb-206, enfin un noyau stable. De telles séries de désintégration, selon le cas alpha, ou bêta-, ou bêta+, sont souvent nécessaires, car les noyaux ne s'arrêtent de réagir que lorsque la stabilité est atteinte. Mais on dit souvent alpha, bêta, gamma. Il n'y a pas de désintégration gamma? Non, pas désintégration gamma, mais émission gamma. J'allais y venir. C'est un phénomène secondaire qui ne se produit jamais seul, mais après une désintégration, alpha ou bêta- ou bêta+. Par exemple, le radium-226, trop lourd, est radioactif alpha. En perdant 2 protons et 2 neutrons, il devient radon-222. Voyons la désintégration. Environ 9 fois sur 10, tout se passe normalement. Il y a uniquement éjection de la particule alpha. Mais reprenons un noyau de radium-226. Environ 1 fois sur 10, le nouveau noyau va apparaître après la désintégration avec un trop-plein d'énergie. Énergie qu'il va perdre aussitôt en émettant un rayon gamma, petit photon sans masse, de même nature que la lumière ou les rayons X. Ils sont émis souvent, ces rayons gamma? Presque tous les types de noyaux radioactifs en émettent. Parfois même à chaque désintégration, comme le cobalt-60, radioactif bêta-. Je pourrais vous montrer que ce noyau de cobalt-60, assez léger, est gêné par un excès de neutrons. Donc, désintégration bêta-, il devient nickel-60, seul noyau stable de 60 nucléons avec ses 28 protons et ses 32 neutrons. Eh bien, 99 fois sur 100, presque à chaque fois, la désintégration bêta- du cobalt-60 est suivie d'une émission gamma. Ce rayon gamma est émis longtemps après? Non, bien moins d'1 milliardième de seconde après la désintégration. Et ceci, qu'elle soit alpha, bêta- ou bêta+. Mais la désintégration elle-même, quand se produit-elle? C'est un problème très curieux. Regardez ce noyau radioactif. On ne peut absolument pas prévoir quand il va se désintégrer. Les noyaux instables meurent comme par accident. Un accident dont la probabilité est bien définie. Et comme dans le moindre échantillon radioactif, il y a toujours un très grand nombre de noyaux identiques, le calcul des probabilités permet de prévoir parfaitement le nombre des désintégrations. On ne sait pas quels noyaux vont se désintégrer, mais on sait combien. De plus, le nombre des noyaux radioactifs diminue progressivement. Et le temps nécessaire pour que la moitié d'entre eux se soient désintégrés est toujours le même pour un type de noyau donné. C'est la période radioactive T. Mais bien sûr, les désintégrations ne s'arrêtent pas là. Et, nouvelle division par 2, il en restera le quart après 2 périodes. Puis, le 8e après 3 périodes. Et ainsi de suite. Ces périodes radioactives sont longues? Très différentes d'un corps à l'autre. Par exemple, l'oxygène 14 a une période de 73 secondes. Il est très instable. Chaque noyau d'oxygène 14 a une chance sur 100 de se désintégrer par seconde, d'où cette période très courte. Inutile de dire que dès qu'on a fabriqué des noyaux d'oxygène 14, ils ne tardent pas à disparaître. À l'opposé, les noyaux d'uranium-238 se désintègrent très lentement. Si lentement qu'on en trouve encore sur Terre 5 milliards d'années après la formation de tous les noyaux qui nous entourent. En effet, pour voir la moitié des noyaux d'uranium-238 se désintégrer, il faut attendre 4 milliards et demi d'années. Dernier exemple, le radium-226, à mi-chemin entre ses extrêmes, a une période de 1600 ans. C'est encore long. Le radium n'est pas très radioactif? Tout est relatif. Il
Il est vrai qu'un noyau de radium n'a qu'une chance sur 70 milliards de se désintégrer par seconde, ce qui est très faible. Mais prenez un millionième de gramme de radium et pensez que cela fait 250 000 milliards de noyaux. Bien que chacun d'eux n'ait qu'une toute petite chance de se désintégrer, une chance sur 70 milliards, on aura 37 000 désintégrations par seconde pour un simple microgramme de radium. Cela fait donc 37 000 particules alpha éjectées par seconde. Mais qu'est-ce qu'elles deviennent? C'est là un autre problème, intéressant lui aussi, dont il faudra que nous reparlions. Aujourd'hui, j'ai essayé de vous montrer pourquoi, comment et quand un noyau se désintègre. Je voulais simplement vous faire découvrir, un peu en physicien, ce qui se passe dans ces petits mondes étranges que sont les noyaux d'atomes, pour que vous compreniez mieux la rigueur de leur architecture et la logique de leur réaction.